Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse au chapitre de la rémunération en droit social. Ce chapitre est relativement court. On va voir dans un premier temps la notion de salaire avec les différentes composantes de celui-ci. Ensuite, on va voir le montant du salaire avec les minima de branche, les salaires effectifs, etc. Et enfin, on va voir le paiement du salaire dans une troisième partie. Premièrement, la notion de salaire. Le salaire de base, c'est soit un salaire au temps, soit un salaire au rendement. Le salaire au temps, ça dépend donc du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois par le salarié. Tandis que le salaire au rendement, il va varier en fonction des résultats du travail d'un salarié. L'employeur, il doit communiquer au salarié les bases de calcul de salaire, et salaire, il ne peut évidemment pas être inférieur au SMIC et au salaire minimal de la convention collective ou de l'accord d'entreprise. Le salaire, il est composé d'un salaire en espèces et un salaire en nature. Le salaire en espèces, c'est un salaire pécuniaire, alors que le salaire en nature, il est composé des avantages en nature qui vont être évalués de façon forfaitaire légalement, ou alors si la convention collective ou l'accord d'entreprise peuvent prévoir des avantages en nature. Attention, ne constitue pas un avantage en nature la fourniture de vêtements ou d'outils de travail, le transport du salarié sur le lieu de travail, le bénéfice des installations collectives. Les accessoires du salaire. Il y a d'autres rémunérations qui ne sont pas considérées comme des salaires, notamment les gratifications. Les gratifications sont des sommes d'argent versées par l'employeur en récompense du travail fourni ou à l'occasion d'événements familiaux. Les conditions et le montant sont fixés par l'employeur qui peut à tout moment supprimer la gratification ou modifier le montant. Pour toutes ces raisons, la gratification ne constitue pas en principe un salaire, sauf si elle devient un élément normal et régulier ou un élément permanent de la rémunération. Pourquoi un élément permanent ? Parce que elle a été intégrée dans le contrat de travail ou dans la convention collective ou l'accord d'entreprise, ou alors lorsque c'est un usage. Évidemment, l'usage peut tout de même être dénoncé par l'employeur, comme on a vu dans les premiers chapitres. Au-delà de la gratification, il y a également les primes. Il y a 3 types de primes, celle d'objectif de résultat, celle pour récompenser la fidélité des salariés et celle pour compenser les conditions de travail. Dans tous les cas, elles constituent un salaire si elles sont versées périodiquement. Les pourboires sont des sommes d'argent versées par un tiers avec lequel le salarié est rentré en relation à l'occasion de ses fonctions. Il en existe 2 types, les pourboires individuels et les pourboires collectifs. Individuels, c'est ceux qui échappent au contrôle de l'employeur, et services collectifs, c'est forcément ceux portés sur la facture, centralisés puis reversés au salarié ultérieurement par l'employeur. Les pourboires, ils constituent un salaire, et si le salaire est né uniquement à l'occasion de pourboires, il ne peut pas être inférieur au SMIC. Au niveau des indemnités, il y a 3 catégories d'indemnités, celles qui constituent des salaires, les dommages et intérêts et le remboursement des dépenses professionnelles. Les indemnités de congés payés, de préavis, complément patronal en cas de maladie, contrepartie financière, etc. constituent des éléments de salaire. Les dommages et intérêts, donc par exemple les indemnités de licenciement, les mises à la retraite, ne constituent pas par contre un élément de salaire. Et enfin, le remboursement des dépenses professionnelles, donc par exemple les frais de déplacement, ne constitue pas également un élément de salaire. Le montant du salaire, en France c'est le SMIC, le montant minimal, c'est l'ensemble des salariés du secteur privé, sauf les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, qui eux, donc un abattement de 20% si le salarié a moins de 17 ans, et un abattement de 10% s'il a 17 ans. Ces abattements disparaissent évidemment après 6 mois de pratique professionnelle. En cas de manquement au SMIC, ça constitue une contravention de 5e classe, donc c'est une sanction pénale. L'employeur est condamné au versement au SMIC autant de fois qu'il y a de salariés concernés par le manquement du versement. Pour vérifier que le salaire est au moins égal au SMIC, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est que le salaire. Comme on l'a dit juste avant, il y a des éléments qui constituent un salaire et d'autres qui ne constituent pas. Donc le salaire versé, c'est le salaire de base, ce qui est indiqué sur le contrat de travail, plus les avantages en nature. Attention, il faut bien prendre uniquement les avantages en nature, donc tout ce qui est remboursement de déplacements professionnels, etc., c'est pas des avantages en nature, plus le complément de salaire directement lié à la prestation de travail. Donc c'est ce qui est lié à la prestation de travail, par exemple les primes de rendement, les pourboires. Par contre, les primes d'assiduité liées aux conditions de travail, etc., c'est pas lié à la prestation de travail en elle-même, et donc forcément, ça n'est pas à prendre en compte dans le salaire versé. La majoration pour les heures supplémentaires, le travail de nuit ou le dimanche, ou le remboursement des frais professionnels, ne sont pas pris en compte également. L'évolution du SMIC, il est revalorisé les 1er janvier et il est au moins égal à 50% de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires honoraires moyens, ouvriers et employés. Et en cours d'année, il peut y avoir une revalorisation si l'inflation
passe au-delà des 2%. Les négociations collectives. Forcément, s'il n'y a pas que la loi qui fixe les salaires, il y a également les minima de branche, donc les conventions collectives fixent obligatoirement un salaire minimal d'un travailleur sans qualification, et ils fixent également les coefficients hiérarchiques relatifs aux différentes qualifications professionnelles. Donc il y a la détermination d'un salaire minimum conventionnel correspondant à chaque emploi. Les minima peuvent faire l'objet de négociations. Les salaires effectifs, les accords d'entreprise, cette fois-ci, avant c'était les conventions collectives, maintenant c'est les accords d'entreprise pour les salaires effectifs. Donc les accords d'entreprise peuvent fixer les salaires minima. On parle de salaire effectif. Donc il y a une ouverture d'une négociation des salaires effectifs au niveau de l'entreprise sans obligation de conclure un accord. S'il n'y a pas d'accord conclu, dans ce cas-là, c'est les minima de branche qui s'appliquent. L'encadrement du pouvoir de l'employeur, les limites de l'indexation des salaires. On l'a vu dans un précédent chapitre, les clauses d'indexation sont nulles, de nullité absolue. Uniquement possible d'indexer en relation directe avec la profession. Les discriminations salariales et le principe de à travail égal, salaire égal. Les discriminations, on l'a vu dans le chapitre 3, donc la discrimination, c'est lorsque deux personnes dans la même situation sont traitées de façon différente pour un motif qui n'est pas prévu par la loi. C'est la même chose pour les salaires. En cas de litige, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, et l'employeur, lui, doit prouver que la rémunération, en tout cas l'écart de rémunération, est justifié par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. L'action en justice est possible par les syndicats si le salarié ne s'y oppose pas. En cas de licenciement, en représailles, le licenciement est réputé nul. Il y a un principe auquel l'employeur ne peut déroger. L'employeur doit assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les salariés. Toute disposition contraire à ce principe est nulle. Les salariés victimes bénéficient de plein droit de la rémunération la plus élevée. En cas de litige, comment ça se passe ? Eh bien, évidemment, comme pour la discrimination salariale, le salarié doit présenter des éléments de fait supposés que le principe n'est pas respecté. L'employeur, lui, doit prouver que l'écart de rémunération, il est justifié par des éléments objectifs. Et les syndicats peuvent également agir en justice. Le paiement du salaire. L'employeur est dans un premier temps solvable et ensuite on verra dans le cas où l'employeur est insolvable. Lorsque l'employeur est solvable, eh bien, il peut verser le salaire une fois par mois et il peut également verser des acomptes toutes les quinzaines. Les modes de paiement, c'est obligatoire soit par chèque, soit par virement au-delà de 1 500 € et moins de 1 500 €, il est possible de payer en espèces si le salarié le demande. Sinon, il y a un risque d'amende fiscale de 5%. Enfin, la vérification du paiement sur la fiche de paye, sur le bulletin de paie, il y a des mentions qui sont obligatoires et d'autres interdites. Par exemple, il est obligatoire d'identifier des retenues pour grève, des heures consacrées aux fonctions de représentant du personnel, etc. Dans d'autres cas, l'employeur est insolvable. Les salariés vont quand même bénéficier de leur salaire. C'est assuré par l'AGS. Donc l'AGS avancera les fonds nécessaires et récupérera par la suite une partie des fonds. Les créances salariales sont assurées pour une multitude de salaires. On ne va pas rentrer en détail ici, mais les 4 points sont juste ici. Le paiement des créances salariales. Les salariés bénéficient d'un super privilège qui leur permet d'être payés en priorité par rapport à d'autres créanciers. Le privilège, tout d'abord, il garantit les 6 derniers mois de travail effectif impayés, primés des frais de justice et de l'administration fiscale. Et le super privilège, il garantit les créances salariales des 60 derniers jours de travail impayés. La principale différence en fait entre le privilège et le super privilège, c'est que le privilège, il n'y a pas que les salariés qui en bénéficient. Et donc bien que c'est un privilège, ça ne garantit pas à 100% le paiement. Tandis que le super privilège, il n'y a que les salariés qui en bénéficient, et donc ce seront obligatoirement les salariés qui seront payés en premier pendant les 60 derniers jours de travail. Et ensuite, pendant les 6 mois suivants, si il reste encore de l'argent dans les caisses, eh bien, ils seront également payés. L'obstacle au paiement. Il y a des saisies sur rémunération qui sont possibles. Sous 2 limites. Seule une fraction du salaire peut être saisie. Donc, par exemple, il y a des indemnités de licenciement, d'intéressement et de participation qui, eux, sont saisissables en totalité. Au contraire, les rentes d'accident, remboursement des frais professionnels sont insaisissables. Le salarié, il doit évidemment conserver le minimum qui est le RSA. Comment ça se passe la saisie sur rémunération ? Le tribunal judiciaire engage des phases préliminatoires de conciliation qui sont obligatoires. En absence d'accord suite à la conciliation, les juges délivrent une ordonnance de saisie sur rémunération adressée à l'employeur. Et donc en fait, comment ça se passe ? Tous les mois, l'employeur il vaut au greffe du tribunal judiciaire la partie saisissable du salaire qui est ensuite versée au créancier. Pour faire simple, il faut partir du principe que, admettons, un salarié a une dette et ce salarié n'est pas en capacité de la payer mais a un emploi. Eh bien, l'employeur, plutôt que lui verser directement la totalité de son salaire, va garder une partie de ce salaire.
Cette partie de ce salaire, il va la verser au greffe, et le greffe va s'occuper de la verser au créancier. Mais il y a une autre procédure, les salariés peuvent également s'acquitter volontairement d'une dette en consentant à un créancier le droit de percevoir à sa place. On parle alors de cession sur rémunération, le tribunal judiciaire est compétent et l'employeur adresse directement au cessionnaire la fraction saisissable. Donc là, on saute l'étape du greffe, il n'y a pas le greffe qui va reverser ce que l'employeur lui a versé, l'employeur verse directement au créancier. Donc c'est le principe de cession sur rémunération. Donc ici, j'ai mis un exemple. Par exemple, j'ai emprunté à une banque une somme d'argent. Plutôt que d'attendre de recevoir mes salaires pour rembourser cette somme, l'argent que l'employeur me doit va directement être utilisé pour rembourser mon prêt. Il y a une autre procédure qui s'appelle le jeu de la compensation. Lorsque deux créanciers sont réciproques, la compensation consiste en une extinction de plein droit des deux créances à concurrence du montant le moins élevé. Pour faire simple, on a l'employeur et le salarié. Ce sont des créanciers réciproques dans le cas où l'employeur a accordé au salarié, par exemple, des fournitures. Donc on va dire le créancier A est créancier de B pour 500 € et B est créancier de A pour 300 €. S'il y a une compensation, A il demeure créancier de B pour 200, mais B n'est plus créancier. Donc il y a une extinction de la créance au montant le moins élevé, qui était 300 €. Certaines compensations sont interdites lorsque l'employeur a vendu à crédit des fournitures aux salariés, sauf s'il s'agit de fournitures nécessaires au travail. Par exemple, l'outillage de maçon, la compensation est possible. Par contre, la remise d'un badge aux salariés pour l'accès au site de la cantine, par exemple, la compensation est évidemment impossible. La compensation possible est limitée à la fraction saisissable du salaire. Par exemple, pour un prêt, c'est 1/10.